Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8. Rupak. Le site archéologique de Rupak Marca Culpi est connu plus simplement comme le Machu Picchu de Lima. Tout comme le Machu Picchu, ce site a été bâti sur la cime d'une montagne avec une vue panoramique sur des centaines de kilomètres à la ronde. Et pourtant, le lieu n'a pas été bâti par les Incas. C'était une colonie associée à la culture des Los Atavillos. Et ce qui rend le site très incroyable, c'est qu'il est aussi impressionnant, voire encore plus impressionnant que le Machu Picchu lui-même. Mais à cause de son état de conservation très délabré, la majorité des gens ignorent même jusqu'à son existence. La culture des Los Atavillos a émergé suite à l'effondrement de l'Empire Wari vers 1100 de notre ère. Ils ont alors commencé à s'installer en petites colonies dans la vallée de Lima. Et l'une de ces colonies se trouve sur le mont Rupak, qui culmine à une altitude de près de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et tout comme le Machu Picchu, l'activité principale dans ce lieu était liée à des rites religieux, en tout cas au début de la colonie. Des rites funéraires prenaient place au-dessus de la montagne et les cérémonies les plus importantes avaient lieu dans le plus grand des bâtiments. Mais entre 1470 et 1533, Los Atavillos ont été attaqués par les Incas. Los Atavillos ont fini par tomber sous domination Inca avant d'être complètement assimilés par leur civilisation, chose qui a mené à l'abandon de Rupak. Numéro 7. Le tumulus du grand serpent. Le plus grand tumulus en effigie qui existe dans le monde se trouve au sud de l'Ohio, aux États-Unis. Il est appelé le tumulus du grand serpent et c'est le plus grand bout de terre dans le monde qui a été sculpté en forme d'animal. Mesurant plus de 411 mètres de long pour 30 mètres de large, il a été bâti par des tribus natives américaines il y a près de 2000 ans, avant d'être redécouvert à la fin du 19e siècle par des archéologues travaillant pour le prestigieux Smithsonian Museum. Ses origines sont toujours un très grand mystère. Les meilleures estimations qu'on a de sa création datent aux environs du 3e siècle avant notre ère. Et comme son nom l'indique, le tumulus a la forme d'un énorme serpent, dont la tête est orientée vers l'est tandis que la queue pointe vers l'ouest. Le corps est entortillé tandis que la queue est enroulée en spirale. Entre la tête et la queue, on peut dénombrer 7 boucles successives, mais l'aspect le plus mystérieux à propos de ce monument est qu'il a été bâti précisément à l'endroit d'un impact de météorite qui a eu lieu il y a près de 300 millions d'années à moins de 130 km de la ville de Cincinnati. Mais jusqu'ici, tout le monde ignore toujours à quoi au juste servait ce tumulus et qu'est-ce qu'il était censé symboliser. Est-ce qu'il a été bâti pour des rites et des activités spirituelles? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'impact de météorites? Ou bien est-il plus lié à l'astronomie et aux différents solstices? Personne ne peut donner de réponse. Numéro 6. Temple de Gigantia. Les temples de Gigantia, qui veut littéralement dire Tour des Géants, est un ensemble de 2 temples mégalithiques gigantesques qui se trouvent sur l'île de Gozo à Malte. D'ailleurs, elles font partie des plus grandes structures de l'Antiquité. Certains des mégalithes composant les temples peuvent atteindre jusqu'à 4,5 mètres de long et peser jusqu'à 50 tonnes. Et comme le nom l'indique, pendant plusieurs décennies, les populations locales étaient convaincues que ces temples ont été bâtis par des géants. D'ailleurs, il existe une légende locale qui implique des géants et des haricots. Ça ne s'invente pas. Il est cru que le temple était lié à une divinité féminine de la fertilité et de la maternité. En fait, ce temple fait partie d'une série qui remonte pour les plus anciennes traces à environ 5000 ans avant Jésus-Christ, ce qui en fait les plus anciennes constructions monumentales au monde, précédant de 1000 ans les alignements de Karnak, de 2200 ans les cercles de Stonehenge et de 2400 ans les grandes pyramides d'Égypte. Les temples auraient pu accueillir des rites cérémoniels de fertilité. En tout cas, c'est ce que semblent indiquer les différentes figurines et statues retrouvées sur le site. Les temples peuvent paraître dans un état très délabré, mais vu leur âge, c'est un miracle qu'on puisse même en trouver des traces, puisqu'ils datent de 3600 ans avant notre ère. Numéro 5. Les grottes de Maijishan. Les grottes de Maijishan, aussi appelées les grottes du mont Meiji, sont l'une des plus grandes merveilles de Chine. Il s'agit d'un ensemble de 194 grottes percées dans la paroi
bas de la montagne. Elles contiennent plus de 7200 sculptures bouddhistes et plus de 1000 mètres carrés de peinture murale. Le monument est d'autant plus impressionnant quand on sait que sa construction a débuté il y a presque 2000 ans à l'époque des Qin postérieurs entre 384 et 417 de notre ère. Et les grottes sont pendant très longtemps restées inconnues et n'ont été explorées qu'en 1952 par une équipe d'archéologues pékinois. Le monument et ses sculptures surplombent une ancienne route commerciale très fréquentée qui connectait l'Est à l'Ouest. Des caravanes qui transportaient des marchandises de l'Est de la Chine jusqu'à la pointe sud du sous-continent indien. L'endroit était à la croisée des routes et des personnes venant de toute l'Asie transitaient par là. Cette route commerciale était aussi connectée à la route de la soie, ce qui veut dire qu'énormément de marchands provenant d'Asie centrale, voire même du Moyen-Orient, transitaient sous le regard immuable des statues bouddhistes. Mais la question qui se pose est pourquoi ont-ils décidé de sculpter les flancs d'une montagne? Une pratique qui n'était pas très répandue en Chine et qui n'existe que dans 4 sites. Les chercheurs pensent que des sanctuaires dans des grottes étaient utilisés en Chine antique déjà, afin de vénérer les divinités de la nature. Mais quand le bouddhisme est entré en Chine à travers les routes commerciales, ces sanctuaires sont devenus de vrais piliers dans la pratique religieuse des Chinois, mais aussi dans leur architecture. Et au 6e siècle, le bouddhisme a connu une réelle explosion en Chine, et les grottes creusées plusieurs centaines d'années auparavant se sont vues graduellement converties en sanctuaires pour moines bouddhistes. À son apogée, l'endroit a même abrité une communauté dépassant les 300 moines bouddhistes qui vivaient à temps plein dans les grottes. Numéro 4, Égyptien au Grand Canyon. Le Grand Canyon aux États-Unis a peut-être été le théâtre de l'une des découvertes les plus troublantes de l'histoire. En plus d'être l'une des plus grandes merveilles de la nature au monde, près de 6 millions de personnes le visitent chaque année. Il mesure près de 365 km de long et peut atteindre jusqu'à 28 km de large à certains endroits. Et plusieurs nœuds et recoins du canyon n'ont tout simplement jamais été explorés. La tribu des Hopis qui vivait dans la région croyait qu'il s'y cachait un portail vers l'au-delà. Mais la croyance la plus choquante et la plus troublante liée au Grand Canyon est sûrement le fait qu'il aurait abrité une cité égyptienne souterraine. En tout cas, c'est ce qu'avait prétendu un groupe d'explorateurs en 1909. Un groupe mené par le légendaire explorateur et archéologue travaillant pour la prestigieuse Smithsonian Institution, G.E. Kincaid, qui était accompagné par l'anthropologue S.A. Jordan. Ils auraient découvert une série de petits embranchements dans le Grand Canyon dans lesquels ils ont découvert l'entrée d'une caverne qui, selon leur dire, était presque invisible et très difficile d'accès. Mais après avoir dégagé l'entrée, ils auraient découvert d'énormes tunnels remplis d'artefacts et d'objets en tout genre, parmi lesquels des statues, des vases et des armes et plusieurs autres reliques d'anciennes civilisations. En réalité, Kincaid décrit dans ses notes une sorte de cité souterraine immense avec plusieurs chambres, des couloirs gigantesques, des cryptes, des hôtels religieux et même des momies et des hiéroglyphes. Ce qui est vraiment choquant dans l'histoire, c'est que ces objets n'étaient pas du tout originaires des cultures natives américaines. Les explorateurs les ont même décrits à caractère égyptien et parfois même tibétain. Suite à la découverte, des organes de presse très sérieux en ont même fait leur couverture, comme par exemple The Arizona Gazette. Mais très vite, l'histoire a complètement été réfutée par la Smithsonian Institution. Ils auraient même destitué Kincaid et Jordan de leur poste et fait disparaître leur rapport. Plusieurs spécialistes pensent que ce n'est rien d'autre qu'un énorme canular, mais d'autres spécialistes pensent au contraire que Kincaid n'avait aucune raison de mentir et qu'il avait en plus une très grande réputation et l'histoire n'a fait que détruire sa carrière. Surtout que l'histoire rejoint des légendes des populations natives comme l'écrit Kincaid dans ses notes. Il est à noter que chez les Indiens Hopis, la tradition raconte que leurs ancêtres vivaient autrefois dans un monde souterrain du Grand Canyon jusqu'à ce que des dissensions surgissent entre les bons et les méchants, les gens d'un cœur et les gens de deux cœurs. Difficile de démêler le vrai du faux dans cette histoire. Néanmoins, personne ne peut nier l'aspect très mystérieux de la découverte et tout ce qui l'entoure, et plusieurs personnes essaient en ce moment même de mener l'enquête et de localiser l'endroit à travers des descriptions de Kincaid. Numéro 3, le temple d'Hercule Gadi
Sarditanus. Les archéologues travaillant pour l'université de Séville en Espagne viennent peut-être de découvrir l'un des temples les plus légendaires de l'histoire. Ils ont découvert des preuves archéologiques dans la région se situant près des côtes andalouses, une zone qui était dans l'Antiquité une zone côtière beaucoup plus accessible qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est en étudiant avec plusieurs technologies la topographie des fonds océaniques de la baie de Cadix que les scientifiques ont réalisé leur découverte. L'objectif était de remonter 3000 ans en arrière et de retracer le paléopaysage de la région qui a été soumise à de nombreuses variations océaniques. Selon Ricardo Bellisson Aragon, qui a participé à l'étude, les observations ont mis en évidence plusieurs anomalies au niveau du terrain. Des anomalies qui ont révélé une côte largement modifiée par l'activité humaine, mais aussi la présence d'une vaste structure immergée à 3 à 5 mètres de la surface. Rectangulaire, la mystérieuse structure mesurait 300 mètres par 150 et reposait dans le Cagno de Sancti Petri, un canal peu profond de la baie située entre les villes andalouses de Chiclana de la Frontera et de San Fernando. Plus important, elle correspondrait aux descriptions du temple et de son emplacement figurant dans la littérature antique, en tout cas selon les spécialistes. Toutes les références mentionnent un environnement changeant, en contact avec la mer, sujet à des marées changeantes, dans un temple où il devait y avoir des structures portuaires et un cadre maritime, a précisé le professeur Milagros Alzaga qui participe aux recherches. Sanctuaire légendaire, ce lieu de culte aurait été bâti par les Phéniciens au moins au 9e siècle avant Jésus-Christ, à proximité de ce qui est aujourd'hui la ville de Cadix. Il était originellement dédié au dieu Melkar avant que ce dernier ne soit assimilé au héros Héraclès de la mythologie grecque et à Hercule dans la version romaine. Le temple serait par la suite devenu l'un des lieux de pèlerinage les plus importants de la région et aurait reçu la visite de personnages illustres dont Jules César et le général carthaginois Hannibal. Selon les récits, l'accès au sanctuaire se faisait via le passage de 2 grandes colonnes comportant une représentation des 12 travaux d'Hercule. Le lieu était accessible aux navires phéniciens, puniques et romains et abritait une flamme sacrée qui brûlait sans interruption. Numéro 2, tas de pierres du chat sauvage. Roujm el Iri, qui se traduit littéralement par le tas de pierres du chat sauvage, est le nom donné à une immense structure mégalithique qui se situe sur le plateau du Golan au Moyen-Orient. La structure très mystérieuse est composée d'un tumulus central entouré de cercles concentriques en pierre, et en étudiant les échantillons de sédiments ainsi que des bouts de poterie retrouvés dans la structure, les archéologues l'estiment quelque part entre 2700 et 3800 ans avant Jésus-Christ. Il faut dire que la structure est quasi impossible à dater avec précision. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu près de 40 000 tonnes de pierres basaltiques volcaniques empilées jusqu'à 2 mètres de hauteur pour composer la structure. Mais l'élément qui a pu être daté avec précision est le tumulus central. Il fut rajouté à peu près entre 1000 et 2000 ans après les cercles périphériques et il a été estimé à 1500 ans avant Jésus-Christ. La structure culminait autrefois à près de 4 mètres de hauteur, mais aujourd'hui, en raison de l'érosion et des conditions climatiques, la structure s'est affaissée et quasi aplatie. Et comme d'habitude, les archéologues n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'usage de cette structure. Une des explications nombreuses veut qu'elle ait été utilisée par des personnes pratiquant le zoroastrisme pour des observations astronomiques. Certains pensent que c'est un lieu d'enterrement, même si aucun corps n'y a été trouvé. Et d'autres encore pensent que c'était une sorte de calendrier. D'autres encore pensent qu'il était utilisé dans des rites funéraires pour aider les défunts à atteindre l'au-delà. Il aurait même pu servir tous ces usages en même temps. Numéro 1, cité romaine perdue. L'une des découvertes les plus importantes faites en Afrique est la découverte de la cité romaine de Néapolis grâce à une tempête dévastatrice qui a révélé des pierres et des vestiges au fond de la Méditerranée au large des côtes tunisiennes. La cité, qui n'est pas très connue, était perdue pendant plusieurs siècles, justement parce qu'elle était submergée sous les eaux de la Méditerranée. La cité était connue des historiens comme l'un des ports d'entrée les plus importants en Afrique du Nord. Elle est d'ailleurs citée dès le 5e siècle avant Jésus-Christ dans les textes de Thucydide. Elle est aussi la ville la plus anciennement citée après Carthage et les mêmes textes confirment son importance durant la période punique avant sa destruction par Lucius Calpurnius Piso
en 148 avant Jésus-Christ. La cité est élevée au grade de colonie sous César ou Auguste. Jusqu'au 5e siècle, certaines inscriptions témoignent encore de sa prospérité économique. Mais ce qui est encore plus impressionnant que la cité en elle-même est comment elle s'est retrouvée submergée par la Méditerranée. Les chercheurs pensent que c'est arrivé en 365 de notre ère quand un séisme a provoqué un raz-de-marée qui s'est acharné sur les côtes de ce qui est aujourd'hui la Tunisie et a littéralement englouti la cité entière, comme une sorte de château de sable qui aurait été balayé par une simple vague. Mais la ville était très loin d'être une petite colonie. Grâce à des images de drones et des radars, les chercheurs ont réussi à cartographier la totalité de la cité qui disposait de grandes rues, d'une zone industrielle et même d'une périphérie. Et après le temple d'Hercule Gaditanus, la Méditerranée nous cache bien des secrets sous ses eaux. Et cette momie à l'état de conservation exceptionnel, baignée dans un liquide rougeâtre qui a laissé tous les scientifiques perplexes. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.